Merci beaucoup. C'est effectivement très émouvant d'être là après ces courtes mais riches années et de voir tout ce qui a pu être accompli grâce aux équipes du programme et grâce à tous ces participants. Je vais revenir un tout petit peu justement sur la genèse, sur les idées qui ont un peu présidé à la conception de Pause et aux défis, je crois, qui restent à accomplir. En revenant sur ces quelques mois, années qui nous séparent du 18 mai 2016, en ce qui me concerne, qui est la date à laquelle me fut adressée une lettre de mission de Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur. Alors m'y était confiée une mission alors définie comme relative à l'accueil des scientifiques réfugiés en France. Alors c'était très impressionnant. Depuis le mois de novembre 2015, j'avais été confrontée non pas à la question des scientifiques, mais d'abord, comme mes collègues de l'EHESS, à la mise en place d'un programme d'accueil pour les étudiants en exil. Une expérience qui m'avait conduite pour la première fois, déjà sous l'égide de Pascal Laborier, membre du cabinet de Thierry Mandon, à échanger dès le printemps 2016 avec des représentants d'autres établissements ayant mis en place, dans ces quelques mois, souvent en bricolant et toujours avec une énergie contagieuse, des programmes, des dispositifs, des passerelles permettant de faire une place dans les communautés étudiantes à ceux qui, parmi les nombreuses et nombreux jeunes chassés de leur pays, Syrie, Soudan, Érythrée, Afghanistan à l'époque en particulier, espéraient trouver une place dans le système universitaire français. Cette première expérience d'accueil des étudiants, plus institutionnelle dès 2012 en ce qui concernait les Syriens, constitua pour nous, nombre d'entre nous, enseignants, chercheurs, mais aussi pour nos institutions et pour le ministère lui-même, une première expérience. C'est à partir de cette première expérience et grâce à l'attitude que voulut bien m'accorder Pierre-Cyril Haucoeur, président de l'EHESS avec qui je travaillais à l'époque, que je me lançais dans l'accomplissement de cette mission presque dans les deux sens du terme, avec enthousiasme, mais aussi avec une certaine appréhension. Celle-ci fut surmontée non seulement par l'aide constante apportée par Pascal Laborier, mais aussi par les retours très largement positifs rencontrés rapidement au sein de la communauté académique élargie, des services du ministère à ceux du CNUS, des représentants de la CPU, aux dirigeants des grands organismes de recherche, de la Cité internationale, à tous les présidents d'établissements. Sans revenir sur le rapport rendu fin septembre 2016, il faut dire qu'il avait moins d'importance que le fait d'être en fait un prétexte pour permettre de créer, dans une certaine urgence liée, comme Alain l'a rappelé, à la proximité de l'élection présidentielle, un dispositif français. Déjà, quelques points avaient été mis en évidence et il me semble qu'on peut les rappeler aujourd'hui parce qu'il reste, je le disais, des points d'importance et peut-être des difficultés ou en tout cas des questions auxquelles il nous faut toujours répondre. Je l'ai évoqué, donc la question de l'accueil des chercheurs a été pensée en articulation avec celle de l'accueil des étudiants en exil. Les uns et les autres ne vont d'ailleurs pas toujours des mêmes pays d'origine, pour des raisons sur lesquelles il serait pertinent de revenir. En considérant comme jeunes chercheurs ce qu'ils sont, les doctorants, il s'agissait en particulier, dès la création du programme Pause, de ne pas couper en quelque sorte la chaîne du savoir, de saisir les chercheurs dès leur moment de formation, ce qui a abouti au fait, et je crois que c'est important, que la France est la seule, avec le programme CARA en Grande-Bretagne, à accueillir dès le niveau doctoral les chercheurs en exil. Deuxième point, l'intitulé de la lettre de mission portait sur les chercheuses et chercheurs réfugiés. Et rapidement, j'ai substitué ce terme à celui de chercheuses et chercheurs en exil ou en danger. Il ne s'agissait pas en effet de parler d'un statut juridique, comme l'est celui de réfugiés, mais de personnes en situation de tension dynamique et fragile entre les raisons dramatiques du départ et la possibilité ou non de revenir à terme dans le pays d'origine. Réfléchir à un programme d'accueil et d'insertion scientifique d'urgence signifiait aussi concevoir un dispositif relativement indépendant de la capacité à définir, pour le pays d'accueil comme pour la personne accueillie, l'horizon d'un retour ou sa temporalité possible. Et cela reste évidemment une difficulté du programme. Dès le rapport était donc identifiée aussi une question qui reste d'actualité. S'agissant de sciences, fallait-il viser une insertion progressive, durable, voire définitive en France ou dans un autre pays d'accueil, ou plutôt un maintien à niveau ou une spécialisation approfondie dans la perspective d'un retour dans le pays d'origine? Cette question reste aussi
irrésolue, évidemment. Elle dépend grandement des pays et aussi des trajectoires personnelles que souhaitent les personnes, mais il faut l'actualiser et la garder toujours en tête aussi pour ne pas assigner forcément un statut définitif à la place de ceux qui vivent cette expérience. Le dispositif, enfin, a été conçu grâce à une comparaison, on utilise parfois le vilain mot de benchmarking, avec les programmes existants à l'étranger. La situation française ou des solutions locales temporaires avaient été trouvées ici ou là, par exemple en archéologie, contrastant singulièrement à l'époque avec les exemples singuliers étrangers de CARA en Grande-Bretagne, de Scholars at Risk et de Scholars Rescue Fund aux États-Unis, de la Philipp Schwarz Initiative en Allemagne. Ces programmes avaient des histoires différentes, certains datant du lendemain de la Première Guerre mondiale et d'autres du début des années 2000, mais rien de comparable n'existait, en tout cas en France. De la comparaison avec ces programmes ont été issus quelques principes, comme le cofinancement entre les établissements et le programme PAUSE, mais aussi la certitude que la France ne pouvait s'abstraire de la responsabilité morale, mais aussi en quelque sorte scientifique, de participer à cet effort. Elle l'a fait, je crois, dans des proportions que nous n'osions imaginer, grâce à l'appui, cela a été rappelé, des gouvernements français successifs, de l'Europe, mais aussi grâce à la générosité et au sens des responsabilités qui ont caractérisé, depuis la décision de Thierry Mandon de créer le programme, toutes celles et tous ceux qui, au ministère, au Collège de France, dans les établissements, les personnels techniques, les personnels académiques, les collègues, les étudiants, ont su faire du programme PAUSE ce qu'il est aujourd'hui. C'est une réalisation collective dont je crois que nous pouvons être fiers, mais qui nous oblige constamment à réinventer et à réactualiser notre vision des choses au regard de ce qui a été accompli et aussi au regard des limites de ce qui a été accompli. Il faut sans doute passer aujourd'hui d'une posture fondée sur l'accueil, pensée initialement comme temporaire, à une véritable conception de l'intégration scientifique et artistique aujourd'hui, peut-être plus symétrique et plus réflexive, dans nos relations avec nos collègues en exil et leur savoir au sein de nos institutions comme à l'échelle de nos sociétés tout entières. Merci.